Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un instant de Qigong et de son histoire en Chine autour d'un thème qui est résumé métaphoriquement par les historiens, les sinologues, sous l'expression de la ruée du Qigong, ou bien évidemment par comparaison avec la ruée vers l'or, ou bien sous l'expression de la fièvre du Qigong, Qigong-zhi. Voilà, alors c'est une histoire intense et dramatique, comme il en existe beaucoup en Chine. Une histoire qui commence dans les années 50, puisque c'est là qu'on exhume ce vieux mot de la littérature médiévale. Le terme Qigong était très peu utilisé au 17, 18, 19e, début 20e siècle pour désigner les arts énergétiques chinois. Et là, on ressort ce mot. On sort ce mot parce qu'on a un nouveau projet. On veut dire quelque chose de nouveau. Évidemment, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. Ce nouveau projet, vous le devinez, puisque je vous parle des années 50, il est lié au communisme. Il est lié à la création de la République populaire de Chine par Mao en 1949. Et il est, disons, pour donner un nom, l'œuvre de Liu Guizhen, le premier médecin à ouvrir une clinique de Qigong au nord de Pékin, à Baidaire. Dans ces années-là, les années 50 et début des années 60, le Qigong, c'est d'abord un projet médical. Dans cette Chine qui se reconstruit, cette Chine exsangue, épuisée par les guerres coloniales, épuisée économiquement, épuisée financièrement, épuisée administrativement, épuisée moralement, tout simplement, eh bien, là, une espèce de romantisme nouveau, le romantisme révolutionnaire, réussit enfin à sortir la Chine, je dirais la tête de la Chine, de l'eau. Et on a là un projet qui a du sens parce que cette médecine traditionnelle chinoise qui va servir à reconstruire un projet sanitaire pour la Chine, s'inspire aussi de son héritage traditionnel, son héritage bouddhiste, taoïste et confucéen, qui est une trousse à outils formidable d'exercices spirituels, d'exercices psychophysiques. Et simplement, cet héritage, il est réinterprété. Vous savez que la religion et le communisme ne font pas bon ménage. Marx a une idée que vous avez tous lue, je pense, l'idée selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Eh bien, cette idée, ce n'est pas du tout une idée qu'a récusé Mao, puisqu'il s'agissait, dans les années 50, de reprendre tout cet héritage, évidemment intrinsèquement lié à l'âme du peuple chinois, mais en l'expurgeant, évidemment, de tout ce que cette Chine, alors cette Chine communiste, considérait comme reliquat pourri du féodalisme, pour reprendre l'expression qui avait cours. Et le Qigong va servir j'allais dire de package, d'enveloppe nouvelle, une enveloppe qui expurge ce passé qui ne sent pas bon pour le nez de l'idéologie, qui ne sent pas bon au nez de l'idéologie communiste nouvelle. Donc un projet médical dans les, disons, 15 premières années, puis vous savez qu'au milieu des années 60, c'est la révolution culturelle, et cette révolution va durer
Au cours de cette révolution, le Qigong ne fait pas partie des valeurs que Mao souhaite mettre en avant. Et on a là, dans les années, disons, 64 à 77, une espèce d'éclipse dans la pratique du Qigong et dans la propagande qu'on fait autour de lui. Mais on va en sortir, et de 77 à 79, on va vivre ce qui peut véritablement être considéré comme la fièvre du Qigong, c'est-à-dire une explosion quasi religieuse de la pratique, une explosion religieuse et une idéologie particulière qui se développe, l'idéologie du paranormal. C'est la période au cours de laquelle se développe une science du Qigong pour expliquer tous les phénomènes paranormaux qui sont consécutifs, qui sont induits par la pratique du Qigong. Cette science du paranormal, elle est mise en œuvre autour de grands projets d'État. Les plus grandes associations de Qigong et même les plus petites bénéficient du soutien de l'État, de subventions en nature. Vous pouvez voir des vidéos de cette période flamboyante au cours de laquelle l'État attribue par exemple à des associations des grands terrains militaires un petit peu en dehors des villes, des terrains dans lesquels on peut recevoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont là, accueillies pour pratiquer et pour s'adonner à toutes sortes d'expériences scientifiques que les scientifiques mesurent, constatent, dont ils tirent des conclusions, etc. Toute une littérature abonde lors de cette période, une littérature pro, mais aussi anti-Qigong. Certains n'hésitant pas à se spécialiser dans la critique, dans la recherche des dérives de ces pratiques et dans la mise à l'index de certains charlatans qui ne manqueront pas non plus évidemment de fleurir. Au cours de cette période, le Qigong s'inscrit dans un projet politique majeur. Ce projet politique, c'est celui tout simplement de donner à la Chine qui nourrit le désir de prendre le leadership de la postmodernité. Ce projet, c'est de donner, grâce à la pratique du Qigong, une âme à cette postmodernité, à cette Chine qui a loupé le train de la modernité et à cet Occident individualiste et cynique qui certes bénéficie du progrès technologique et scientifique. La Chine, par la pratique du Qigong, a espéré donner à la postmodernité ce supplément d'âme qui lui manquait. Et le projet du Qigong, c'est cela. Donc une période extrêmement intense sur le plan politique, sur le plan idéologique, avec des liens extrêmement forts entre les grands maîtres du Qigong, Yang Xing, Zhang Hongbao, Li Hongzhi, Pang Heming pour l'école du Zhenin Qigong à laquelle je me réfère personnellement, puisque vous savez que nous pratiquons le Zhenin Qigong en France et en Chine encore aujourd'hui. Eh bien, des relations intenses avec des cadres du parti, des députés, parfois même des ministres qui se trouvent être les disciples de ces grands maîtres de Qigong. Relation absolument indispensable parce que lorsque vous voulez faire ce qu'on appelle des conférences imbues de force dans des stades de 50 ou 100 000 personnes, eh bien cela ne peut évidemment pas se faire sans les accords des autorités politiques, sans
des jeux de soutien de la part du réseau politique. Donc on a évidemment une connexion très forte entre le monde du Qigong et le monde de la politique. C'est cette connexion qui va mettre finalement le monde politique au plus haut niveau en danger, puisque vous vous souvenez peut-être que le 25 avril 1999, une certaine association, Falun Gong, pour ne pas la nommer, je dis pour ne pas la nommer parce que je suis en Chine et que c'est désormais un nom tabou, passible de sanctions pour tous ceux qui pratiqueraient ce Qigong ici. Eh bien, le 25 avril 1999, alors que cette association avait pignon sur rue, comptait au dernier recensement plus de 40 millions de pratiquants, Li Hongzhi, son grand maître, donne l'ordre de faire une espèce de siège pacifique du Zhongnanhai. Le Zhongnanhai, c'est l'Assemblée nationale du côté de la place Tiananmen, et un bon millier de pratiquants s'assied en tailleur autour du Zhongnanhai. Alors, il ne s'agissait donc pas d'une tentative de putsch militaire, pas d'armes à feu, pas de violence, mais tout de même une action symbolique qui a particulièrement choqué l'opinion et la classe politique, qui décide alors de réagir. Dans les mois qui suivent, en juillet 1999, alors que cette association revendiquait plus de liberté pour les associations, eh bien, cette liberté est particulièrement restreinte par une nouvelle législation, et son grand maître est condamné à mort. Alors il se doutait de cette conclusion, il a pris un avion et il est exilé depuis aux États-Unis, mais la situation change considérablement, et c'est 99, l'année du démantèlement de ce monde du Qigong. Voilà, désormais il est interdit de pratiquer le Falun Gong, et il est surtout, il est tout simplement aussi interdit de pratiquer le Qigong tout court. On va voir apparaître une nouvelle terminologie en Chine dans la bouche des officiels. Désormais, ce qui est validé et soutenu par l'État, c'est la pratique du Jianshen Qigong, c'est-à-dire du Qigong de santé, relevant pour partie du ministère des Sports et pour l'autre du ministère de la Santé, mais dans le cadre d'examens d'État donnant lieu à des diplômes officiels pour qui veut enseigner, pratiquer officiellement cette discipline. Pour le reste, autorisé dans le cadre privé, et encore, puisque comme je vous le disais à l'instant, le Falun Gong et certains autres Qigong, mais le Falun Gong en particulier, est strictement interdit. Voilà, donc nous sommes entrés, depuis le début des années 2000, dans une nouvelle ère, celle du Jianshen Qigong. La fièvre du Qigong est désormais terminée. Voilà, je vous donne rendez-vous pour pratiquer avec nous à la Phare-les-Oliviers, près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, un Qigong qui ne sent pas le soufre, ou pour venir pratiquer ici en Chine, découvrir ce qu'il reste de ce Qigong, y compris dans ses dimensions les plus merveilleuses. Je vous rappelle que le Zhunen Qigong, qui est un grand Qigong de cette période du paranormal, est un Qigong qu'on peut toujours pratiquer, non seulement en France, mais en Chine aussi, avec ce qui reste des quelques millions d'élèves qu'a eu Pang He-ming lors de ces années glorieuses. Et il est
Il est possible de le pratiquer, Xi Jinping, le président de la République chinoise, ayant fait savoir par des communiqués officiels que sa mère pratiquait le Junen Qigong. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas? Là n'est pas la question, mais c'est une communication qui a du sens politiquement et qui signifie tout simplement que voilà, il n'y a aucun problème politique particulier avec le Junen Qigong qui reste une pratique énergétique sans arrière-fond idéologique, sans arrière-fond idéologico-politique, comme c'est par exemple le cas du Falun Gong, ce dont vous vous convaincrez en regardant un petit peu sur le net les vidéos des manifestations que les adhérents du Falun Gong continuent d'organiser dans le monde entier, aux États-Unis en particulier, mais dans le monde entier, puisque vous trouverez ici et là, même en France, toutes sortes de communication organisée par le Falun Gong avec des panneaux lors des fêtes des associations par exemple. C'est assez net à Aix-en-Provence où vous avez un club, ce qui ressemble à un club de Qigong, à une association ordinaire. Mais les panneaux d'affichage sont très nets avec leurs images trash de pratiquants de Falun Gong condamnés à mort ici en Chine ou sur lesquels on prélève des organes incarcérés dans des conditions qui sont particulièrement choquantes et néanmoins photographiées, on ne sait trop comment, par les adhérents du Falun Gong. Voilà, donc il y a Qigong et Qigong, même si, là encore, pour donner un élément supplémentaire, vous savez que les Hongzhi considéraient que Bouddha et Lao Tzu n'avaient pas tout compris et que le Falun Gong était une pratique tellement puissante qu'on ne pouvait plus la comparer au reste des pratiques du Qigong et que le Falun Gong n'appartient plus à la famille du Qigong. Voilà, sur ces informations qui vous montrent, j'espère, à quel point ce monde du Qigong est, sinon fiévreux, du moins particulièrement animé. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.